c'est Xeri. Shukran al-Hudur. Donc, mon intervention sera en français et s'il te plaît, Imen, si tu veux bien partager la présentation. Merci. Merci Sixeri. Donc effectivement, il nous a été demandé et c'est un grand plaisir et un grand honneur de participer à ce travail, d'accompagner un petit peu ce travail de planification de la gestion intégrée des ressources en eau dans les deux oasis, Ferkla et Aguinan, et c'est un travail qui sera fait avec des experts techniques, Monsieur Kabiri sur l'oasis de Ferkla et Monsieur Fenzi sur l'oasis d'Aguinan. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ça a été dit, redit, effectivement, la sécurité en eau est un élément clé pour la réalisation des objectifs de développement durable. C'est aussi un premier canal par le biais duquel les impacts du changement climatique se font ressentir. Et donc, l'introduction de la résilience climatique dans le développement à travers tous les secteurs tributaires de l'eau, que ce soit l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, l'agriculture, énergie, environnement, etc., est essentielle pour arriver donc à la durabilité à long terme. Cela exige une intégration et une coordination solide, bien sûr, à l'échelle des secteurs. Et ça fait plaisir de voir un petit peu tous ces secteurs autour de la table aujourd'hui, mais aussi à travers une bonne gouvernance, et ça a été dit également, et participation des acteurs communautaires de façon à promouvoir des décisions, bien sûr, plus équitables et plus viables à l'échelle des territoires. Et donc, s'appuyer sur le socle de la gestion intégrée des ressources en eau serait un moyen efficace d'accélérer l'intégration de la résilience climatique au processus de planification du développement et c'est ce que nous espérons en tout cas démontrer à travers ce projet. Je ne vous apprends rien en disant que le Maroc est effectivement un des pays extrêmement vulnérables au changement climatique. Il compte parmi les pays du sud de la Méditerranée qui sont particulièrement menacés par le réchauffement climatique, que ce soit à travers leur accès à l'eau, sécurité alimentaire, santé des populations, etc. Et d'après les prévisions, malheureusement, la tendance au réchauffement et à l'éradication du climat devrait se poursuivre. Les premières manifestations sont déjà là, on les voit. Elles se matérialisent par un changement graduel lié directement à l'effet de serre et à l'augmentation des températures de l'atmosphère, provoquant des changements des températures moyennes et une perturbation du régime des précipitations moyennes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les réponses nationales, effectivement, sont là et sont nombreuses. Donc, le Maroc dispose d'une vision en matière de lutte contre les effets du changement climatique qui se décline dans, bien sûr, la première contribution déterminée au niveau national, qui est en révision en cours. Et on espère que donc, les aspects de l'adaptation seront encore plus pris en considération dans son plan climat national et le plan climat d'adaptation au changement climatique qui est également en cours de finalisation
Et bien sûr, il y a la loi sur le climat qui est en cours, c'est un processus en cours et auquel participent un certain nombre d'acteurs. Alors, parmi les priorités établies par le Maroc dans ce cadre, c'est renforcer en priorité la résilience des ressources et des écosystèmes les plus vulnérables en mettant en œuvre des stratégies, programmes et projets visant à protéger de manière durable ces écosystèmes. Et donc, bien sûr, parmi les écosystèmes vulnérables se trouvent donc les oasis. Donc, effectivement, le choix du projet d'intervenir au niveau du milieu oasien et, je dirais, d'adapter cette démarche et cette méthodologie de GIR au niveau local, à une échelle réduite, à l'échelle d'une oasis, donc est quelque chose de très pertinent dans ce contexte. Et donc, la question de l'eau est en effet pour les oasis centrales dans la recherche d'un modèle de développement durable. Et donc, on commence à voir que la majorité des oasis sont aujourd'hui sérieusement menacées. Elles se retrouvent confrontées à plusieurs crises qui les menacent jusque dans leur existence, et ça, il va falloir le dire, le souligner, le ressouligner. La crise de l'eau, bien sûr, il y a l'effet du changement climatique, mais il y a aussi un certain nombre de pratiques qui ne sont pas du tout adaptées à la fragilité de ce milieu. Donc, le recours au pompage excessif, par exemple. Il y a la crise du palmier, il y a la crise agricole, avec là aussi d'autres orientations qui sont également peu adaptées. Il y a la crise sociale. On note un affaiblissement des institutions et des règles coutumières de gestion, de la culture participative, la discipline, la solidarité, au profit malheureusement d'un individualisme qui est apporté par la modernité, par le développement démographique brutal et par malheureusement l'émigration des forces vives. Donc, il y a également la crise territoriale. On commence à voir des oasis qui sont abandonnées, qui ne sont plus en mesure d'assurer le rôle ancestral qui a été le leur jusqu'à présent et qui a fait ses preuves et qui a contribué à la préservation des richesses patrimoniales, matérielles et immatérielles de ces écosystèmes. Alors, les mutations que connaissent aujourd'hui les oasis peuvent leur être malheureusement préjudiciables, pouvant conduire à des dysfonctionnements irréversibles, aussi bien dans les systèmes socio-économiques, écologiques et territoriaux. Alors, le cadre du projet a été rappelé, donc je vais passer brièvement. Donc, effectivement, c'est un projet qui s'intègre dans un programme régional, le GreenMed 3, adopté en 2018 par l'Union européenne et qui vise justement à promouvoir l'utilisation efficace de l'eau et à réduire le stress hydrique dans les zones aussi bien rurales que urbaines dans les pays du sud de la Méditerranée. Donc, il y a également le projet de soutien aux ressources en eau et à l'environnement pour le voisinage méridional. Donc, c'est le projet WEST. Monsieur Xiri en a parlé tout à l'heure, et donc qui devrait notamment permettre cet échange d'expériences entre les différents pays au niveau de la Méditerranée qui sont impliqués dans ce projet et programme, et notamment une assistance technique, renforcement de capacité, renforcement institutionnel, etc. Et donc, ce projet s'inscrit, je dirais, dans un certain nombre de conventions internationales et dans les engagements du Maroc par rapport au titre de ces conventions. Et donc, il y a effectivement la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, mais il y a également la Convention sur la biodiversité, puisqu'à travers ce travail, c'est aussi la préservation d'un écosystème unique, et il y a également donc la contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable dans l'ODD 6 eau propre et assainissement, l'ODD 12 consommation et production responsable et l'ODD 13 mesures relatives à la lutte contre le changement climatique. Donc, le projet, comme ça a été dit, est conçu pour une durée de 3 ans avec l'objectif
d'expérimenter l'opérationnalisation d'une gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle au niveau local, au niveau de 2 oasis, donc Aguinan et Ferkla, en vue de tirer les enseignements nécessaires pour une mise à l'échelle, mais aussi pour un petit peu l'institutionnalisation de la démarche. Donc, il vise à faire émerger une gouvernance partagée de l'eau, aspect qui est très important, qui est aussi important que les aspects techniques, regroupant à la fois donc, les acteurs institutionnels, les usagers, tout en promouvant la participation, bien sûr, des femmes dans la prise de décision. Cette démarche a aussi pour but de créer donc des conditions favorables au maintien de la jeune population oasienne sur place. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit une migration forcée, il faut que ce soit une migration voulue. Et donc, pour ceux qui, par contre, voudraient rester et contribuer, il faut que les conditions soient favorables pour que ce soit possible. Et donc, à travers certains axes du projet, l'idée, justement, c'est de permettre ce retour aux sources pour les jeunes oisiens. Enfin, les oasis disposent d'un système de règles ancestrales qui sont rigoureuses de gestion des terres et des ressources hydriques qui ont, comme j'ai dit, donc jusque-là fait leur preuve, et ce processus donc se veut les redynamiser, les valoriser dans le cadre de l'AGIR. Alors, 3 hypothèses de travail pour ce projet, à mon sens. Donc, la sécurité en eau et la résilience climatique sont des thématiques intersectorielles cruciales et doivent donc être intégrées dans les stratégies territoriales de développement. Les collectivités territoriales doivent, du fait des responsabilités qui leur sont désormais conférées, faire preuve de leadership pour coordonner un développement local résilient au changement climatique. Et l'intégration de la gestion intégrée des ressources en eau aux approches de planification d'un développement résilient au changement climatique est, à mon sens, très important et réduira le risque climatique pour des territoires aussi vulnérables que les oasis et donc renforcera aussi cette intégration intersectorielle. Alors, donc, ce que nous préconisons donc, très rapidement, c'est un processus participatif de planification de l'AGIR et au centre de ce processus, au cœur de ce processus, bien sûr, ce sont les communautés oasiennes. Et donc, c'est pour ça qu'à côté, il y a 2 processus qui seront mis en place. Un premier processus donc, technique, et tout à l'heure, M. Kabiri va en parler, mais il y a également tout un travail d'accompagnement des communautés, justement pour qu'elles soient acteurs à part entière dans ce processus de planification de l'AGIR et donc dans le processus de développement tout court. Donc, comme première étape, donc bien sûr, il y aura une analyse des parties prenantes. Et par partie prenante, donc on entend aussi bien les acteurs institutionnels qui sont nombreux aujourd'hui autour de la table, les acteurs communautaires, le secteur privé et bien sûr les institutions de recherche. Et donc, le changement de paradigme, il est à ce niveau-là. Donc, c'est ce travail concerté, c'est cette construction par tous les acteurs qui va faire justement toute la différence. Alors, il y a la phase, bien sûr, de découverte du territoire. Il y a aussi la mise en place d'un comité local pour accompagner tout ce processus de gestion intégrée des ressources en eau. Et donc, c'est ce comité, donc, on peut aussi l'associer à l'espace de concertation qui est institué par les lois organiques régissant les collectivités territoriales et en particulier donc, les communes.
Et l'idée ici, c'est vraiment de réussir cette articulation entre ce plan de GIR, donc cette planification de gestion intégrée des ressources en eau, et donc les plans d'action communaux, pour ne pas dire que finalement ce plan de GIR, puisque et la gestion intégrée des ressources en eau et le changement climatique sont des aspects transversaux. Donc finalement, à travers cette planification de GIR, c'est finalement un plan d'adaptation territoriale et un plan de développement territorial qui va émerger un petit peu de ce processus. Donc, il y aura effectivement des formations. L'idée, c'est de faire dans le cadre du processus de planification, et c'est un processus comme pour les plans d'action communaux, où on aura donc une partie de préparation des acteurs, une préphase de planification. Ensuite, on aura donc une phase de diagnostic et une phase de développement de la vision et d'élaboration du plan. Donc, dans ce processus, nous allons alterner formation, action de planification, donc pour permettre aux acteurs, justement, à l'ensemble des acteurs communautaires de participer activement à l'exercice. Donc, une session sera consacrée à des solutions liées à l'utilisation des eaux non conventionnelles. De même, une session sera consacrée aux connaissances et pratiques ancestrales de gestion de l'eau dans les oasis, pour dire un petit peu toute l'importance que ces deux thématiques, qui sont quand même assez nouvelles, et toute la place qu'elles auront dans le processus. Voilà, donc sans tarder, donc effectivement, donc il y aura, comme j'ai dit, donc la phase diagnostic, la phase planification. Donc on va s'attarder un petit peu sur des questions pour pouvoir dégager un petit peu les barrières à est-ce que par exemple chaque problème sera abordé de façon à voir est-ce qu'il constitue une barrière à la résolution d'autres problèmes, si le problème identifié a un impact plus grand sur un grand nombre de personnes, et si le problème identifié constitue une importance par rapport à la question d'équité et par rapport à la question d'égalité des genres, pour pouvoir justement hiérarchiser les problèmes avec les communautés. Donc, à l'issue de cette étape, nous devrions être en mesure de répondre à la manière d'améliorer de façon significative l'efficacité de la gestion en eau, d'améliorer aussi la compréhension un petit peu de l'agir par les communautés. Donc, on peut passer cette diapo. Et donc, voilà, donc, je voulais aussi mentionner ça. Donc, nous allons, dans le cadre du processus, accorder un intérêt particulier justement à la documentation des pratiques traditionnelles qui sont bien sûr en rapport avec la gestion de l'eau en milieu oasien. Et donc, voilà, et sur cette base, on essaiera de faire un petit exercice qui a été déjà testé par une autre ONG, Migration et Développement, au niveau du massif du Siroua, et qui est justement la réécriture des chartes, parce que ces chartes, les chartes anciennes, elles sont là. Il y a des parchemins, etc. Mais malheureusement, ils sont dans les maisons. Les gens n'en connaissent pas le contenu, et donc pour justement pouvoir assurer ce transfert intergénérationnel, le premier pas à faire dans ce sens-là, c'est justement travailler sur ces parchemins, c'est de faire en sorte qu'ils soient connus de toute la communauté. Et donc, pour nous, cette réécriture des chartes de l'eau, peut-être tout en les adaptant au contexte actuel, est un travail important dans ce processus. Et je vous remercie pour votre attention.